Ici Charles Tisser. Bienvenue à Découverte. Ce soir, nous consacrons toute notre émission au transport des hydrocarbures. Il y a quelques jours, la société TransCanada a finalement accepté de soumettre son projet d'oléoduc, Énergie Est, au processus d'évaluation environnementale du Québec. À cette fin, la pétrolière s'est engagée à produire une étude sur l'impact que son oléoduc aurait sur le territoire québécois. En contrepartie, le gouvernement du Québec a suspendu le mandat du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, dont les travaux devaient reprendre demain. Ce projet de la société TransCanada et sa filiale Énergie Est relance tout un débat. Faut-il miser sur les pipelines ou sur les trains pour transporter le pétrole provenant des sables bitumineux de l'Alberta? La question n'est pas simple, parce qu'elle met en jeu d'énormes intérêts commerciaux, le bien-être des citoyens et la protection de l'environnement. Découverte fait le point sur ce dossier controversé. Alberta, Canada. Dans le sous-sol de Cold Lake, Peace River et Fort McMurray, il y a 175 milliards de barils de pétrole. 97 de la réserve canadienne. La troisième plus grande réserve au monde, après l'Arabie saoudite et le Venezuela. Une quantité colossale d'hydrocarbures fossiles enclavés au cœur du continent. En 2015, la quantité de pétrole produit en Alberta dépassait 2 200 000 barils par jour, soit 25 barils à la seconde. Pour acheminer tout ce pétrole aux raffineries canadiennes et américaines, l'industrie mise sur un réseau de pipelines à large débit, dit de transport. L'entreprise Enbridge approvisionne l'est du continent. Depuis Hardisty, en Alberta, elle ravitaille Chicago, qui dirige ensuite 1 100 000 barils de son pétrole vers Sarnia, en Ontario, avant que le pipeline ne continue vers Cushing, en Oklahoma. À l'ouest, le pipeline Trans Mountain de l'entreprise Kinder Morgan transporte 300 000 barils de pétrole d'Edmonton, en Alberta, jusqu'à Burnaby, près de Vancouver, en Colombie-Britannique. Enfin, grâce au pipeline original Keystone, la société TransCanada achemine 590 000 barils de pétrole en direction sud depuis Hardisty, en Alberta, jusqu'au Texas. Ces pipelines fonctionnent à pleine capacité. Chaque jour, ils transportent l'équivalent de 4 200 wagons de chemin de fer ou encore 15 000 camions-citernes. Les pipelines sont le moyen le plus économique pour transporter le pétrole. Coût au baril, entre 2 et 8 $ selon la distance. En train, entre 9 et 22 $. Quant aux camions-citernes, ils ne servent qu'à la livraison locale. Or, la production de pétrole n'a pas fléchi, malgré l'effondrement des prix. Elle devrait passer à 3 500 000 barils par jour dès 2030. Il y a plus de 5 millions de barils en 2050. Alors, comment faire pour acheminer tout ce pétrole vers les raffineries si le réseau actuel de pipelines est déjà saturé? Les opérateurs du pipeline avaient anticipé cette situation il y a une dizaine d'années. 3 grands projets de pipeline ont été déposés à l'Office national de l'énergie, l'organisme de réglementation du secteur énergétique au Canada. D'abord, le projet de pipeline double, Northern Gateway, de la société Enbridge. Il relierait Edmonton au port de Kitimat, sur la côte ouest de la Colombie-Britannique. Un pipeline double de 2300 km de longueur. Le port de Kitimat est situé au fond d'un fjord. Pour y accéder, 220 navires-citernes devront emprunter un étroit chenal pour sortir le pétrole vers les marchés asiatiques. Autre projet,
Kinder Morgan construirait un pipeline double en ajout au pipeline Trans Mountain existant pour connecter Edmonton à la raffinerie de Burnaby, en Colombie-Britannique. Longueur 2200 km. Enfin, le projet Keystone XL de TransCanada. Destination, les raffineries du sud des États-Unis. L'industrie avait aussi dans ses cartons 2 autres projets pour l'est du pays. Le renversement de la ligne 9B d'Enbridge et bien sûr le pipeline Énergie Est de TransCanada. C'est de lui dont on parle tant actuellement au Québec et dans le reste du pays. S'ils sont tous menés à terme, ces projets tripleraient la capacité de transport du pétrole hors de l'Alberta. C'est beaucoup de pétrole qu'il faut transformer avant qu'il n'entreprenne son long voyage. Ce pétrole non conventionnel, très lourd et saturé de soufre, est épais comme de la mélasse. Louis Fradette enseigne à Polytechnique Montréal. Il a déjà travaillé en Alberta comme ingénieur chimiste. Il faut d'abord diluer le pétrole brut, qui est très visqueux, avec quelque chose qui l'est à peu près pas, qui ressemble beaucoup à du carburant diesel, par exemple. Donc, une fois ces deux choses-là mélangées ensemble, à, on va dire, 1/3 diesel, 2/3 bitume, on arrive à une viscosité qui est acceptable pour le pipeline. Et puis là, on est capable de pomper ce mélange-là jusqu'à l'autre bout du pays s'il faut. C'est ce qu'on appelle du dilbit, pour diluted bitumen. Le diesel n'est pas le seul diluant utilisé. En général, l'industrie utilise des naphthas, c'est-à-dire la partie légère du pétrole, comme l'essence, le kérosène ou les solvants. Tous des produits qui coûtent cher, des produits qu'il faut récupérer. Voilà pourquoi les pipelines Northern Gateway et Trans Mountain seraient des pipelines doubles. À l'aller, le bitume dilué. Et au retour, les diluants, souvent toxiques et très inflammables. Donc, 2 fois plus de risques. Et la deuxième option qu'on a, c'est de ce qu'on appelle faire de l'upgrading partiel ou de la valorisation partielle du pétrole, c'est-à-dire plutôt que de le diluer, on peut essayer de lui rajouter de l'hydrogène pour faire en sorte qu'on va casser certains liens, casser certaines grandes molécules, d'où la viscosité qui va diminuer. Et puis, avec ça, on atteint ce qu'on appelle un état de pétrole synthétique. Mais le pétrole synthétique prend du temps à produire, sans compter les coûts. Par contre, pas besoin de récupérer les diluants. Power to the people! Power to the people! Power to the people! Power to the people! Mais quel que soit le type de pétrole, les 5 projets canadiens de transport par pipeline du pétrole lourd de l'Alberta vont se buter très tôt à l'opposition des environnementalistes. Let's stand together and oppose this pipeline. Après la pause, l'industrie pétrolière canadienne intensifie ses efforts pour faire avancer ses projets. Northern Gateway, Trans Mountain, Énergie Est, la ligne 9B, Keystone XL. Peu importe le projet, la grogne est instantanée. D'entrée de jeu, Keystone XL cristallise l'action des écologistes au Canada et aux États-Unis, malgré des changements substantiels apportés au tracé initial du pipeline pour contourner notamment l'aquifère Ogallala, qui touche 8 États. Après 7 ans de discussions et de controverses, le président américain Barack Obama rend finalement son verdict le 6 novembre 2015. Good morning, everybody. Keystone XL ne sera pas construit. This morning, Secretary Kerry informed me that after extensive public outreach and consultation with other cabinet agencies, the State Department has decided that the Keystone XL pipeline would not serve the national interests of the United States. I agree with that decision.
C'est une décision qui nous déçoit. M. Trudeau l'a exprimé au président Obama. Ça ne change pas la politique de notre gouvernement, nous avons dit très clairement que nous appuyons ce projet, mais que pour qu'il puisse se faire, il faudra avoir un processus de consultation impeccable, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Tout le monde a encore en mémoire la catastrophe environnementale de 2010 au Michigan, alors qu'un pipeline de la société Enbridge, la ligne 6B, avait déversé 3 200 000 litres de pétrole dans la rivière Kalamazoo, du pétrole lourd de l'Alberta. Il s'était passé 18 heures avant que la fuite ne soit colmatée, une éternité. Avec du pétrole lourd, le temps de réaction est crucial. Certains pétroles, comme celui de l'ouest du Canada, si on le met dans de l'eau, il va couler au fond comme un caillou. Ça rend, entre autres, des opérations éventuelles de nettoyage infiniment plus compliquées que ce qu'on pourrait avoir avec une huile qui flotte sur l'eau, par exemple. Il y a un autre facteur qui a pesé lourd dans la décision de Barack Obama, la spectaculaire transformation du paysage énergétique des États-Unis. Grâce à la fracturation hydraulique, l'industrie américaine a pu accéder aux hydrocarbures emprisonnés dans les schistes d'énormes champs pétrolifères, comme celui de Bakken, dans le Dakota du Nord. La manne est telle que, selon l'Agence internationale de l'énergie, les États-Unis deviendraient le plus grand producteur de pétrole au monde dès 2016. Soudainement, le pétrole albertain présente beaucoup moins d'intérêt pour les Américains. L'industrie pétrolière de l'Alberta avait senti le vent tourner. Elle avait déjà intensifié ses efforts pour faire avancer les projets Trans Mountain et Northern Gateway afin d'accéder aux marchés asiatiques. Mais avec le gouvernement Trudeau, les conditions pour y parvenir se resserrent. Decisions will be based on science and evidence, including information on climate change and traditional knowledge from Indigenous peoples. En Colombie-Britannique, le maire de Vancouver dénonce avec véhémence le projet Trans Mountain de Kinder Morgan. We're dead opposed to this proposal here on the West Coast because it puts our city and our coast at risk. We don't want any of that threatened by a massive expansion of oil tankers from Kinder Morgan's pipeline. Comme la décision de l'Office national de l'énergie est attendue en mai pour le pipeline Trans Mountain, les opposants au projet utilisent cette simulation pour illustrer comment les côtes de la région de Vancouver seraient contaminées en cas de déversement. Dans le cas de Northern Gateway, tout n'est pas au beau fixe non plus. La Cour suprême de la Colombie-Britannique blâme le gouvernement provincial de ne pas avoir respecté son devoir de consultation des Premières Nations. C'est une immense victoire pour celles qui s'opposent au projet, car les autorités devront maintenant écouter leurs doléances. These areas were entrusted to us by our Creator. He entrusted these responsibilities to us to ensure that they are sustained and enhanced. Bloquée vers le sud et vers l'ouest, l'industrie pétrolière se tourne maintenant vers l'est. Construit en 1975 par Enbridge, le pipeline, appelé Ligne 9B, acheminait le pétrole arrivé par bateau à Montréal vers les raffineries de Sarnia en Ontario. Enbridge veut en inverser le flux pour sortir le pétrole de l'Alberta vers l'est. Elle devait d'abord convaincre l'Office national de l'énergie que ce renversement se ferait en toute sécurité, malgré que ce pipeline soit vieux de 40 ans. L'Office a exigé une série de tests, en particulier des tests hydrostatiques. Il s'agit d'envoyer dans le pipeline de l'eau à très haute pression pour déceler d'éventuelles faiblesses ou fuites dans le réseau. La ligne 9B a tenu le coup. Le pétrole commence à couler dans le pipeline en décembre 2015. Cependant, l'Office national de l'énergie assure qu'elle suivra les choses de près. Mais il y aura d'autres conditions qui devront être remplies, une surveillance accrue qui va être tenue. Et en tout temps, on peut demander à ce que la compagnie baisse la pression ou cesse d'opérer, ou on peut révoquer si jamais les choses se compliquent.
Objectif visé pour Enbridge, 300 000 barils par jour, dont une partie va alimenter directement la raffinerie de Suncor à Montréal et une autre partie, la raffinerie de Valero à Lévis. Eh bien, on a fait des investissements massifs sur la ligne 9B afin de s'assurer de son intégrité. On a fait des excavations préventives. Présentement, lorsqu'on remplit la ligne, les mesures de sécurité sont augmentées avec une surveillance aérienne accrue, par exemple. Si le maire de Montréal, Denis Coderre, et président de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, se dit satisfait du travail d'Enbridge, il n'en va pas de même avec le projet Énergie Est de TransCanada, un projet autrement plus ambitieux. Là, c'est une autre affaire. C'est un nouveau tracé, c'est un nouveau pipeline. On ne s'entend pas sur le tracé parce que, on vient toucher des milieux humides, on vient toucher également des boisés, des zones agricoles, des centaines et des centaines de points d'eau. Le projet Énergie Est de TransCanada est un oléoduc d'une longueur de 4600 km et d'une capacité de 1 100 000 barils par jour. Il transporterait non seulement du pétrole extrait des sables de l'Alberta, mais aussi du pétrole de schiste provenant du Dakota. TransCanada entend d'abord transformer une partie d'un gazoduc existant en oléoduc. Cet oléoduc serait complété par la construction supplémentaire de 1500 km de pipeline, dont 650 au Québec. Destination Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Coût total, 16 milliards de dollars. Mise en opération prévue, 2021. Dès la présentation de son projet Énergie Est en 2013, TransCanada indique qu'elle entend se soustraire à la loi québécoise sur la qualité de l'environnement. Cette arrogance, TransCanada la paiera très cher, car une grande partie de la population se rebiffe. Pour renverser la vapeur, l'entreprise appelle en renfort un vétéran de l'industrie au Québec, Louis Bergeron, devenu en 2015 vice-président d'Énergie Est Oléoduc, Québec et Nouveau-Brunswick. TransCanada avait l'expérience d'avoir bâti des gazoducs et des pipelines depuis plusieurs décennies et d'avoir respecté les processus comme celui de l'Office national de l'énergie et d'avoir fait les choses là, de la bonne façon, mais n'avait pas l'expérience d'avoir fait des grands projets au Québec depuis longtemps. Selon divers groupes environnementaux, c'est ce manque d'expérience de TransCanada qui rendait essentielle la présence du BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement au Québec, dans tout ce processus. D'ailleurs, le gouvernement Couillard avait fait une demande d'injonction qui allait dans le même sens. Il ne s'agit pas d'une dispute entre l'industrie pétrolière et notre gouvernement. Il ne s'agit pas d'une dispute sur l'approbation ou non du projet. Il s'agit essentiellement d'une question de processus où une entreprise qui fait affaire au Québec doit suivre les lois environnementales du Québec, comme ça a été le cas en Ontario. La compagnie mère TransCanada et sa filiale Énergie Est se voyaient donc obligées de changer de stratégie. Le BAP est certainement un véhicule qui est utile et qui est intéressant pour nous, qui nous a permis de communiquer beaucoup d'informations. Je peux vous assurer que le message a été clairement entendu. En décidant de participer au BAP, Louis Bergeron joue la carte de l'acceptabilité sociale. Son mandat est clair. Montrer qu'Énergie Est est vraiment à l'écoute des populations du Québec et du Nouveau-Brunswick, de même que celles des Premières Nations. Tant que la conduite n'est pas construite, il y a toujours des opportunités de changer les tracés. Au début du projet, on fait des changements, ce qu'on appelle des variantes de tracés, qui sont essentiellement des tronçons de peut-être 10, 15, 20 km sur lesquels, avec les municipalités et les intervenants locaux, on discute et on convient qu'il y a une alternative qui est meilleure à l'alternative initiale. En même temps, Louis Bergeron insiste sur les qualités du pipeline. Canalisation plus épaisse, soudure de qualité, revêtement extérieur en époxy, détecteurs intérieurs multiples. Énergie Est mise aussi sur ce qu'on appelle la sonde intelligente. C'est un outil de plusieurs mètres de long
Tout ça est géoréférencé, donc lorsqu'on installe la conduite, on sait très bien, lorsque la sonde intelligente est rendue à un certain point, on est capable de savoir au millimètre près où elle est rendue. Donc, de cette façon-là, on est capable de savoir si l'outil détecte la moindre anomalie, que ce soit possible crack ou que ce soit un défaut de corrosion potentiel. Bien, à ce moment-là, on sait c'est tel endroit sur la conduite, tel point sur la circonférence. Et on peut par la suite aller excaver pour aller vérifier si effectivement il y a un défaut et s'il doit être réparé. Néanmoins, les questions des commissaires du BAP demeurent pointues. Quelles sont les raisons pour lesquelles il pourrait y avoir des fuites non détectées? Si la question est à savoir, est-ce qu'il y a une possibilité qu'une fuite ne soit pas détectée par le système de détection de fuite? En théorie, c'est toujours possible et c'est la raison pour laquelle on a plusieurs systèmes en parallèle, on n'en a pas juste un. Malgré toute cette technologie, les fuites lentes semblent inévitables. Comme celle qui s'est produite le 7 avril 2016 dans le Dakota du Sud, sur le pipeline Keystone de TransCanada. C'était une petite quantité, 400 barils. Mais c'est un agriculteur qui a constaté la fuite, pas l'entreprise. Combien de temps se serait-il passé avant que TransCanada ne s'en rende compte? Pour nous, c'est un défi de tous les jours, c'est une préoccupation constante. Comment pouvons-nous détecter des petites fuites plus rapidement? Cependant, l'inquiétude majeure demeure la traversée des cours d'eau. Derrière moi, c'est la rivière des Outaouais. C'est la source d'eau potable, en fait, de 2,5 millions de personnes. Dans le cas d'un déversement de grande importance, en fait, là, le pétrole coulerait dans cette rivière-là et finirait par tomber dans la rivière des Prairies et dans le fleuve Saint-Laurent, qui sont les principales sources d'eau potable du Grand Montréal. Des simples ruisseaux à la rivière des Outaouais et au Saint-Laurent, le pipeline d'Énergie Est aura plus de 820 cours d'eau à traverser. Dans le cas des cours d'eau majeurs, deux méthodes sont généralement utilisées par l'industrie. Dans les deux cas, on passe en moyenne à une trentaine de mètres sous le lit de la rivière. La première méthode consiste en un tunnel de béton. C'est la solution la plus coûteuse. Avec la deuxième, on effectue un forage horizontal directionnel qui commence à plusieurs centaines de mètres de part et d'autre des rives, de manière à protéger l'environnement. C'est la méthode qui coûte le moins cher, car le forage est du même diamètre que les canalisations à installer. En 2015, à la demande du gouvernement du Québec, le groupe du professeur Muzanji Fuamba de Polytechnique Montréal analyse les données présentées par Énergie Est. Il y trouve 32 cas de cours d'eau dits critiques. Dans certains cas, il émet des réserves sérieuses. Dans la rivière des Outaouais, les essais ont démontré qu'on était en présence d'un roc fissuré. C'est un roc qui présente une certaine vulnérabilité. Donc, on ne peut pas, dans ce roc-là, prévoir la méthode de forage dirigé. Nous, on propose que pour la rivière des Outaouais, soit qu'il redirige la traverse à un autre endroit où c'est plus sécuritaire, ou alors qu'il change de méthode. Depuis, Énergie Est a repensé son approche pour la rivière des Outaouais. Pour Muzanji Fuamba, les paramètres dont il faut tenir compte doivent dépasser la simple faisabilité technique. Il y a le débit de la rivière. Bon, il y a le niveau de la nappe phréatique. Il y a le coût de la conduite. Il y a l'état des berges. Il y a les conditions géotechniques, les conditions géologiques du site. Il y a, par exemple, la présence des habitations en aval de la traverse. Au total, le groupe de Muzanji Fuamba utilise 17 paramètres différents pour faire l'analyse des traverses, dont la possibilité de rupture des barrages en amont du pipeline. On voit très bien que si
le site n'est pas bien réfléchi, si cet élément-là de rupture de barrage n'est pas intégré dans la détermination, évidemment, de la méthode et surtout des conditions géotechniques aux alentours, donc on va se retrouver avec un site qui se déplace. Et un site qui se déplace, ça peut s'accompagner de beaucoup de dangers naturellement. Alors que les critiques se font de plus en plus dures, le 21 avril 2016, TransCanada et Énergie Est frappent un grand coup. Ils annoncent que désormais, ils s'engagent à respecter les dispositions de la loi québécoise sur la qualité de l'environnement, en particulier les études d'impact, ce qu'ils avaient refusé de faire jusqu'à maintenant. Depuis que le gouvernement a fait sa demande d'injonction le 1er mars dernier, nous avons entrepris des discussions avec le gouvernement pour tenter de trouver une solution acceptable pour les deux parties. Et ce qui était vraiment important pour TransCanada, c'était d'avoir un échéancier clair qui s'arrimait avec celui de l'Office national de l'énergie. Et c'est ce qu'on annonce aujourd'hui. On a un échéancier qui fait en sorte qu'on sait à quel moment le gouvernement aura pris une position claire et définitive sur le projet. Énergie Est aura jusqu'au 6 juin pour rencontrer les directives du ministère de l'Environnement du Québec. On sait qu'il y a 3 Québécois sur 4 qui se disent plus ou moins au courant des détails du projet. Alors, on a une opportunité devant nous de le faire en 2016 et c'est ce qu'on a l'intention de faire avant les prochaines audiences du BAP, évidemment, au cours du processus du BAP qui se tiendra par la suite. Pour l'instant, les audiences publiques du BAP, qui devaient se tenir le 25 avril 2016, sont annulées. Mais si malgré tout, les efforts d'Énergie Est devaient se solder par un refus de la part du gouvernement du Québec, de même que l'Office national de l'énergie, est-ce à dire qu'avec tous les projets de pipeline pratiquement au point mort partout au Canada, le transport du pétrole passera obligatoirement par les wagons-citernes, comme ceux de Lac-Mégantic? Après la pause, histoire de wagons-citernes. Île-Perrot, banlieue de Montréal. Un passage à niveau. Le train passe. Un convoi avec de nombreux wagons-citernes. Pour Simon Richard, en charge du dossier énergie à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, ce train est une source d'inquiétude. Et de plus en plus, on voit des convois là, qui transportent du pétrole. Qui passe juste à côté d'un quartier résidentiel. Qui passe en plein cœur d'un quartier résidentiel. Face à l'engorgement des pipelines, les producteurs de pétrole de l'Alberta se sont tournés en masse vers l'autre manière de faire circuler le pétrole sur de longues distances, le rail. Les chiffres ne trompent pas. De 2009 à 2013, les chargements de pétrole brut sont passés de 10 800 à 400 000 wagons-citernes par année, 40 fois plus en tout juste 4 ans. Une augmentation phénoménale qui passait pourtant inaperçue. Du moins jusqu'au 6 juillet 2013, alors que l'horreur frappe la petite ville de Lac-Mégantic. Depuis, les accidents se multiplient des deux côtés de la frontière. Castleton, Dakota du Nord. Cherry Valley, Illinois. Plaster Rock, Nouveau-Brunswick. Rien pour surprendre l'ingénieur chimiste Louis Fradette de Polytechnique Montréal. Bien, on a une société qui repose sur la consommation de pétrole. On n'a pas le choix. La consommation, elle est à certains endroits alors que la production est à certaines autres. Donc, il faut pouvoir déplacer le pétrole d'un endroit à l'autre. Après, c'est notre responsabilité en tant que société de se donner les moyens pour que ça rende ce transfert-là le plus sécuritaire possible. Mais après, le risque zéro, ça n'existe pas. Puis malheureusement, bien, on en a vu un exemple affreux à Lac-Mégantic.
Mais ça fait partie des problèmes, je dirais, qui ne sont pas reliés à l'exploitation pétrolière en tant que telle. C'est relié au transport du pétrole. Actuellement, pour desservir les wagons-citernes, il y a, en Amérique du Nord, 188 terminaux, sans compter les nombreux projets qui sont toujours sur la planche à dessin ou en voie de construction, malgré l'effondrement du prix du pétrole. En 2015, ces terminaux ferroviaires avaient la capacité de charger au moins 3 500 000 barils de pétrole par jour. L'avantage de ces terminaux, c'est qu'on peut en construire un pour 50 millions de dollars, ce qui est peu, et cela ne prend que 12 mois. Il y a d'autres avantages au transport du pétrole par train. D'abord, le réseau ferroviaire est déjà en place. Ensuite, un convoi ferroviaire peut être composé que de wagons-citernes qui se rendent d'un point à l'autre sans avoir à s'arrêter. Un véritable pipeline sur roue. C'est ce qu'on appelle un train-bloc. Le train-bloc est constitué en moyenne de 100 wagons-citernes. Comme chaque wagon-citerne peut contenir jusqu'à 750 barils, un train-bloc peut transporter 75 000 barils de pétrole, soit 12 millions de litres. D'abord, les wagons-citernes, les DOT 111. Les wagons impliqués dans l'accident à Lac-Mégantic, c'était des wagons qui étaient construits selon une ancienne norme qui n'est plus en vigueur. La ministre a répondu et elle a ordonné que tout de suite, il y a environ 5 000 voitures soient enlevées, soient retirées du service. Ça, c'est bon. Elle a aussi émis un plan pour que dans les prochaines 3 ans, sur les prochaines 3 ans, que les autres wagons construits à cette ancienne norme soient retirés du service. Cela tarde à se faire. Actuellement, il y a 70 000 DOT 111 encore en service en Amérique du Nord pour le transport des matières inflammables. Plus inquiétant encore, même la nouvelle norme de wagons-citernes que l'industrie s'était alors fixée suscite des interrogations. Le problème, c'est que la norme qui est maintenant en vigueur, la norme qui appelle CPC 1232, à nous, puis à nos collègues aux États-Unis, c'est quand même pas assez fort. Il reste encore des possibilités de dommages aux voitures qui peuvent donc causer des déversements de pétrole brut. Et on aimerait que les normes soient encore plus renforcées. Le 1er mai 2015, Transport Canada imposait donc une nouvelle norme plus sévère, la C117. Mais ces nouveaux wagons-citernes ne parviendront pas, à eux seuls, à empêcher les risques de déversement. Le BST y va donc d'une autre recommandation tout aussi importante, diminuer la vitesse quand un train s'approche d'une agglomération. C'est là-dessus qu'on a fait une recommandation que les compagnies qui transportent les marchandises dangereuses doivent premièrement voir s'ils peuvent trouver des routes alternatives qui vont éviter les grandes villes ou les places avec une population ou qui sont sensibles du côté environnemental. Alors, comment maintenir le niveau de sécurité des trains? Le syndicat des employés de chemin de fer, les Teamsters, appuie avec vigueur la décision du gouvernement canadien d'obliger les compagnies à employer 2 conducteurs. Aux États-Unis, la tendance est au conducteur unique, s'il est accompagné d'une nouvelle technologie basée, entre autres, sur le GPS. Comme l'industrie essaie d'harmoniser le trafic ferroviaire entre les 2 pays, la pression se fait de plus en plus grande sur le Canada pour qu'il fasse de même. La sécurité, c'est 2 hommes à bord. On ne peut pas manœuvrer un train seul, là.
On a commencé dans le temps, on était 4 sur un train, on tombait à 3, là, on est rendu 2. Faut pas descendre en bas de ça. Gestion des chargements dangereux. Application des freins. Surveillance des voies. Avec 2 conducteurs, la responsabilité est partagée. Dernier élément de sécurité, les rails et leur entretien. Les grandes entreprises de classe 1 ne lésinent pas sur ce sujet. Suffisants. Ils sont à peine 100. Fait que, il faudrait au moins les doubler. Au Canada, il y a 46 000 km de voies ferrées. Chaque inspecteur est donc responsable d'au moins 460 km de ces voies. Avec l'augmentation du trafic ferroviaire, le transport massif de pétrole et les passages de plus en plus fréquents des trains-blocs à travers les agglomérations, les questions abondent à propos de la sécurité des chemins de fer. Les pipelines seraient-ils une meilleure façon de transporter le pétrole sur de longues distances? Une seule manière de le savoir, étudier les conséquences des accidents sur le terrain et recueillir les données fournies par les transporteurs de pétrole. Le but, permettre une analyse complète des risques en jeu. Après la pause, pipeline ou chemin de fer, comment déterminer les risques? Voici celle qui peut nous aider à faire la part des choses dans l'analyse des risques reliés au transport des hydrocarbures. Nathalie de Marcellis-Varin est professeure à Polytechnique Montréal et spécialiste de la prise de décision en milieu industriel. Les hydrocarbures, évidemment, c'est pétrole-gaz. C'est pour simplifier les 2 grandes classes d'hydrocarbures qui sont transportés. C'est sûr qu'en plus, les risques sont différents. Il y en a un qui est inflammable, il y en a un qui va se dissiper dans l'atmosphère, mais qui est explosif. Donc, on va avoir des éléments qui sont particuliers. Donc, d'une façon générale, le risque est relié à la probabilité qu'il y ait une fuite, un déversement, une explosion. Pour établir les risques et les conséquences, il faut évaluer les probabilités qu'un incident se produise. Pour cela, il y a une longue liste de paramètres à étudier, dont certains sont plus importants que d'autres, comme la quantité de pétrole transporté. Si on compare, par exemple, le transport par camion, il y a beaucoup plus d'accidents par camion en termes de fréquence. Aujourd'hui, c'est au Québec, par exemple, 11 000 déplacements par semaine de matières dangereuses. Donc, en fait, évidemment, il y en a beaucoup des camions, ils sont transportés partout. Mais s'il y a un accident d'un camion, c'est 22 tonnes, c'est une petite quantité. Si c'est un train, puis si c'est un ensemble de wagons-citernes, évidemment, la quantité est beaucoup plus importante. Donc, les conséquences sont aussi reliées à la quantité. Selon l'ingénieur chimiste Louis Fradette, il y a un autre paramètre à considérer, la manipulation du pétrole. En général, plus on manipule quelque chose, plus on a de chances qu'il nous arrive des malades. Donc, quand on met du pétrole dans un pipeline, on le met au début, on va le stocker dans des terminaux, puis on va le remettre dans le pipeline, puis on va arriver au bout de la ligne. Sur un train, le danger, c'est le train lui-même et le transport lui-même. Quand on se déplace avec un produit qui contient autant d'énergie, en partant, il y a un risque.
Après, c'est de s'assurer que ce risque-là est contrôlé puis qu'il est connu. Paramètre ultime, la sécurité des personnes. Donc le pipeline, en fait, aujourd'hui, si on regarde les données et les faits, ça reste quand même le moyen de transport le plus sécuritaire en fonction des pertes de vie humaines, notamment. Il y a très peu de pertes de vie humaines. En revanche, maintenant, si on regarde les conséquences potentielles, au niveau, par exemple, des conséquences environnementales, c'est sûr que les quantités en cas de déversement ou en cas de bris au niveau d'un pipeline, surtout que le temps de réaction peut être assez long, les conséquences seraient majeures. Donc, en fait, en fonction de l'endroit, vous avez des champs, vous avez des cours d'eau, vous allez avoir le fleuve. C'est-à-dire, en fonction de ça, ça pourrait être catastrophique, au sens où on l'entend. Mais c'est sûr que si vous regardez uniquement la perte de vie humaine, c'est sûr que le pipeline reste le plus sécuritaire. Plus sécuritaire ne veut pas dire absence de risque, qu'il soit perçu ou réel. Si vous voulez du risque zéro, vous transportez rien, là, c'est ça. Donc, on élimine la source de risque, on ne transporte pas. Maintenant, à partir du moment où on transporte, évidemment, il va falloir essayer d'évaluer la probabilité que, si jamais il y avait un accident, c'est quoi les conséquences associées? Les conséquences associées varient selon que le pétrole est transporté par rail ou par pipeline. Mais c'est peut-être là un faux débat. Car même si tous les projets de pipeline étaient entièrement réalisés, il ne suffirait pas à transporter le pétrole de l'Ouest. Par conséquent, le système ferroviaire continuera à être fortement utilisé. Résultat, pipeline et wagons-citernes vont continuer à rouler de pair, à pleine capacité, pendant encore longtemps, avec un cumul des risques inhérents à leurs technologies respectives. Après la pause, cœur et pollution, un aperçu. La semaine prochaine, cœur et pollution. Nous sommes à la Cité de la Santé, à Laval. Ce patient, allongé sur la table d'opération, vient de subir un malaise cardiaque. C'est rien de douloureux, même il y a beaucoup de gens qui... Avec un cathéter et un appareil à rayon X, le docteur François Reeves inspecte les vaisseaux de son cœur, à la recherche des coupables. Cette fois, la maladie est trop sévère. Les outils du docteur Reeves ne seront pas suffisants. Le patient devra subir une opération à cœur ouvert pour contourner les artères bloquées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 7 millions de personnes meurent chaque année de causes liées à la pollution de l'air. De ce nombre, près des 2/3 succombent à des maladies cardiovasculaires. Cœur et pollution, dimanche prochain, à découverte. Pour suivre l'actualité scientifique, 2 autres rendez-vous. Les Années-Lumière, tous les dimanches à midi, sur ICI Radio-Canada Première, et La Zone Science, sur iciradio-canada.ca/science. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.